Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, Emmanuel Macron à l'épreuve de la détestation, de la tentative d'intrusion dans un théâtre parisien à l'incendie de son restaurant favori. La personne du chef de l'État est la cible de toutes les manifestations. Alors pourquoi Emmanuel Macron suscite-t-il tant de haine? Est-ce que cette violence est inédite dans le pays? Ses prédécesseurs ont-ils essuyé une telle défiance? On en parle ce soir dans notre grand débat. La mobilisation contre la réforme des retraites prend elle aussi un tournant radical. La CGT Énergie revendique des coupures géantes d'électricité. Le siège de la CFDT a fait l'objet de 2 intrusions en à peine quelques jours. Comment éviter un durcissement du conflit? Nous poserons la question à Laurent Pietraszewski, le nouveau monsieur retraite du gouvernement, est notre invité. Et puis notre grand témoin ce soir est un lève-tôt et un couche-tard. Il court pour être au rendez-vous de ses nombreuses vies. Journaliste, écrivain et comédien, Christophe Barbier est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin, éditorialiste à l'Express, hebdomadaire que vous avez longtemps dirigé, à BFM TV le matin et sur les planches le soir, on en parlera. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire Macron sous les masques. De qui le président est-il le fils? Et c'est un peu à la manière d'un jeu. Et si c'était un personnage historique, un philosophe, une figure mythologique que vous, au fond, faites cette enquête généalogique sur le président de la République. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on va revenir sur ces scènes de violence auxquelles nous assistons depuis quelques semaines, quelques jours. A-t-on franchi un cran supplémentaire? Nicolas Sarkozy, l'ex-chef de l'État, est sorti de sa réserve pour tirer la sonnette d'alarme. On en parle avec vous ce soir. Bruno Questel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de l'Eure. Roland Quérol, bienvenue sur ce plateau. Politologue, directeur de recherche au CEVIPOF, spécialiste de l'opinion. Macron sur la corde raide, c'est votre dernier ouvrage. Ça tombe bien pour notre débat. C'était chez Calman Lévy. Boris Vallaud, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Député socialiste des Landes. Et Richard Verly, éditorialiste maison ici dans cette émission à Ça vous regarde. Et le correspondant parisien du quotidien suisse Le Temps. Voilà pour les présentations. Vous le savez, celui qui inaugure, comme chaque soir, cette émission et qui nous plante le décor à sa manière, c'est Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris tout de suite. Bonsoir Myriam. Bonsoir messieurs. Stéphane, installez-vous. Alors, C'est de ne pas rater le tabouret. Voilà. petit tabouret veut dire beaucoup d'invités. Vous méritiez le siège, je me contente. Si j'ai bien compris ce soir. Alors si j'ai bien compris, Myriam, il y a quand même une montée de la contestation contre Macron qui se radicalise. Alors, on se demande, mais pourquoi tant de haine? Parce qu'après tout, quand même, le chômage est au plus bas depuis 10 ans. Les investisseurs étrangers se précipitent en France. L'an dernier, on n'a jamais créé autant d'entreprises qu'en France. Donc, toute cette économie qui se redresse, bon, j'imagine que ça annonce une forme de prospérité à venir. Et donc, on pourrait s'attendre que les Français célèbrent leur jeune président, voire lui organisent une petite fête pour le remercier de tous ces bons résultats économiques. On n'est pas vraiment à la fête. Et en fait, c'est curieux, mais c'est pas du tout passé comme ça. Bon, alors, ne dramatisons pas non plus, c'est quand même pas si grave, hein, parce qu'en décembre, on a fait la moyenne des baromètres de popularité pour Macron, il est à 24%, donc 2 points au-dessus de Hollande au même moment de son mandat, donc c'est quand même pas si grave. Enfin, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que les gens qui n'aimaient pas Hollande le méprisaient parce qu'il faisait rien, alors que les gens qui n'aiment pas Macron, ils le détestent, ils le haïssent, sans doute parce qu'il fait beaucoup trop de trucs. Donc, du coup, il y a 2 hypothèses, à mon avis. Hein. Soit c'est Macron qui a un tempérament qui fait qu'il excite les Français, comme dirait Jean-Michel Apathy, ou alors, il y a une montée de la violence en France, elle se cristallise sur Macron, le pauvre, je vais dire, qui n'y est pour rien, si ce n'est qu'il est président et donc qu'il attire la colère sur lui. Alors, quelle est la meilleure hypothèse selon vous? Pensez bien que je ne vais certainement pas me mouiller dans cette histoire, mais ça dépend du point de vue dans lequel on considère la situation. Du point de vue de l'opposition, on est évidemment tenté de dire que c'est quand même un peu la faute de Macron. Alors bien sûr, il ne s'agit certainement pas de soutenir la violence. Personne ne dit qu'on a bien fait de vouloir s'en prendre à Macron dans une salle de théâtre. Mais Marine Le Pen, par exemple, est-ce parce qu'elle est avocate qu'elle plaide les circonstances atténuantes par déformation professionnelle? Je ne sais pas, en tout cas. Elle dit, bah oui, mais les gens qui sont recours à la violence, il faut les comprendre, c'est un peu de la faute du gouvernement.
Il faut bien dire que le gouvernement, par son comportement, a contribué au fur et à mesure du temps à cette montée en tension, même si ça n'excuse pas, encore une fois, les agissements auxquels on a assisté hier ou avant-hier. Et Jean-Luc Mélenchon, quelle est sa position ? C'est pas si différent de celle de Marine Le Pen. Il cultive un petit peu la même ambiguïté, donc pas de sonore. Je vous montre juste un tweet. Vous allez voir dans le même tweet des phrases qui paraissent un peu contradictoires. D'un côté, il est d'accord avec les Français qui disent qu'il faut que ça pète pour de bon, et en même temps, il dit jamais de recours à la violence. Donc l'insurrection sans violence, ça paraît pas très crédible. Donc il y a un truc là. Et en même temps, il faut les comprendre. Et Mélenchon et Le Pen. C'est quand même deux candidats qui ont obtenu 40% des voix eux deux au premier tour. Aujourd'hui à l'Assemblée, ils ont 4% des sièges. Donc comme ils n'ont pas moyen de peser sur le débat à l'Assemblée, je trouve que la moindre des choses pour eux, ça se comprend. C'est au moins d'essayer de s'appuyer sur la colère qui se manifeste dans la rue. Donc, Le président n'est pas la seule cible dans cette violence dans le pays. C'est la montée de la violence politique en France. Donc l'an dernier, les Gilets jaunes qui défonçaient les ministères, entre autres. Pendant toute l'année, on a eu donc les permanences attaquées, des maisons incendiées pour les députés de La République En Marche. Et puis plus récemment, c'était la CFDT, où il y a eu un commando, on va dire, une équipe de CGT Énergie qui est venue leur couper le courant autoritairement pendant une bonne heure. Alors Philippe Martinez, il a condamné. Alors non, justement, non. On dit parfois Martinez manque de nuances. Détrompez-vous, il fait preuve d'une grande nuance. Il n'a pas condamné, justement. Il a dit qu'il ne cautionnait pas. C'est pas exactement la même chose, vous voyez. En fait, si on additionne au bout du compte tous les mécontents, ceux qui soutiennent Le Pen, ceux qui soutiennent Mélenchon, ceux qui sont derrière les syndicats contestataires, ça fait quand même un bon paquet de Français qui pensent que la violence est un recours légitime aujourd'hui. Ça me rappelle un sondage dans Atlantico, mois de mai 2019, 39% des Français pensent qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour que ça change en France, c'est la révolution. Alors, face à la colère qui gronde, on en est où là ? C'est une révolte ? C'est une révolution, sire ? En tout cas, quelqu'un s'est porté au secours du président de la République. C'est justement un ancien président de la République. On l'écoute. Je ne peux pas accepter ce spectacle-là, parce qu'il abaisse notre pays. Et moi, je n'aime qu'une chose, c'est ce qui valorise la France. Et ces scènes de violence, elles abaissent la France. Et bien voilà, on arrive à l'heure du débat, c'est-à-dire est-ce que c'est la violence de ces contestations abaisse la France, comme dit Sarkozy, ou est-ce que la violence de ces contestations secoue la France pour lui permettre de trouver un régime meilleur, peut-être même des lendemains qui chantent, enfin je ne sais pas, quelque chose de mieux. Vaste sujet, vaste question, on va reprendre peut-être point par point. Merci Stéphane Bruno-Questel. Déjà sur la violence qui s'exerce à l'encontre d'Emmanuel Macron ou de la fonction présidentielle qu'il incarne. Vous allez nous dire quel est votre choix, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est sa personne ou est-ce que c'est sa fonction qui est visée ? Elle est plus préoccupante que d'autres violences qu'ont pu subir ses prédécesseurs ? S'il n'était pas en fonction, il subirait moins de violences. Donc je crois qu'il faut pas chercher à dissocier les deux. Aujourd'hui, maintenant, la société a énormément évolué ces dernières années. On est depuis 18-20 mois dans un climat de violence, il ne faut pas le nier, et on est aussi dans une... Les plaques bougent encore dans notre pays, on voit les dissensions entre les syndicats et la violence que ça génère, on voit les conséquences non encore achevées du Big Bang politique qui s'est produit en 2017, et on a une question qu'on doit poser à un moment, et vous l'avez fait dans votre conclusion, c'est celle de la nature du régime et des institutions. Si on pose pas la question, si on met pas sur la table la question de la nature des institutions, du rapport à la citoyenneté, à la République, de la responsabilité individuelle et collective, on ne sortira pas de l'ornière. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La nature des institutions, c'est la démocratie, c'est la Ve République. La nature des institutions... Vous pensez qu'aujourd'hui, on veut la remettre en cause ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire juste que les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, le citoyen ne s'y retrouve pas. Et il y a un moment, il faut peut-être associer nous, politiques, nous l'appréhendions de manière sereine, à la décision. Et non pas dans l'urgence ou dos au mur ou dans la violence, pour que justement, ça a commencé avec ce qui s'est passé au CESE, avec les 150 personnes tirées au sort pour justement participer à l'élaboration des politiques environnementales qui nous seront proposées. La proportionnelle. La démocratie représentative n'est plus assez représentative. Je dis qu'il faut poser le sujet sur la table pour voir de quelle manière faire en sorte que les citoyens de ce pays ne se sentent pas écartés dans l'intervalle des scrutins. C'est intéressant. La proportionnelle est aussi un outil possible. Le référendum. La proportionnelle, nous ne demandons qu'à la mettre en œuvre, mais je rappellerai juste que ce n'est pas nous qui bloquons le processus. On va revenir sur le diagnostic, Roland Quérol. Vous diriez qu'elle est inédite, cette violence, déjà sur la personne du président de la République ? Non, d'abord... On entend beaucoup d'expressions, un climat d'insurrection, séditieux. La France n'est pas à feu et à sang. Nous vivons quand même une période historique
qui est la moins violente de notre histoire. Les meurtres, les assassinats, les infanticides, les viols intrafamiliaux, tout ça suit des courbes extrêmement descendantes. On vit de plus en plus dans une société qui règle ses conflits par la négociation et par le droit, ce qui est plutôt un signe de civilisation et de calme progressif. Alors en revanche, il y a des acteurs sociaux, et singulièrement les acteurs politiques, qui n'arrivant pas à se faire entendre, notamment pour les raisons que mon voisin vient de dire, ont besoin d'avoir des actions telles que les médias et les réseaux sociaux les retiennent. Et pour être à l'ordre du jour des médias, notamment ceux de l'information continue et des réseaux sociaux, il faut faire des coups d'éclat et il faut parler violent. Et ça, c'est un envahissement, en effet, progressif. Alors, je dirais pas tellement sur le président de la République. On a connu la même chose pour tous. L'expression « président des riches », ça n'a pas été inventé pour Macron, mais pour Sarkozy. Rappelez-vous les 2 dernières années du mandat de Sarkozy, quand il allait en province, comme on disait à l'époque, en région, comme on dirait maintenant. Non, on dit la région. On va le voir tout à l'heure dans un reportage. Dans les territoires, tout était bloqué et c'était super sous contrôle de vidéosurveillance et de gendarmerie. François Hollande n'osait plus aller au restaurant parce qu'il avait peur d'être sifflé partout où il arrivait. Non, on est dans une société tellement devenue aseptisée et attentive à la violence qu'il suffit qu'une vingtaine ou une trentaine de types aillent crier dans un théâtre pour que ça paraisse inadmissible. Donc on joue à se faire peur. On joue un peu à se faire peur, oui. Boris Vallaud. Je vous reprends la phrase quand même de Nicolas Sarkozy, une de ses nombreuses phrases, donc c'était hier lors des vœux des Républicains. L'indifférence, la haine de l'autre, l'abstention et l'antiparlementarisme, ce sont les 4 cavaliers de l'apocalypse en France. Ça va loin quand même, c'est ça qui nous guette ? Écoutez, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la violence politique, en effet, elle n'est pas d'une radicale nouveauté telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. En revanche, elle est peut-être dans une société policée, et c'est heureux, bien moins tolérée qu'elle a pu l'être par le passé. Ça n'est pas un mode de régulation des conflits, la violence. Et ça, je crois que c'est clair dans un régime démocratique. Donc elle n'est jamais excusable pour vous ? Non, elle n'est jamais excusable. Mais notez bien que beaucoup de gens qui ont de l'exécration, du ressentiment, des désaccords avec le président de la République et sa politique, le manifestent autrement que par de la violence. Et je crois qu'ils sont très majoritaires. Là où je voudrais rejoindre mon collègue parlementaire, c'est qu'en effet, on a un problème institutionnel grave. On a une Ve République qui est à bout de souffle et des institutions qui sont pathologiquement incapables de créer du débat, du compromis. Ça, c'est une chose et qui appelle une réforme des institutions, pas dans le sens de ce qui, à mon avis, était proposé par le président de la République, qui ne rééquilibrait pas les pouvoirs, qui ne donnait pas plus de prérogatives au Parlement, de capacité aux oppositions à se faire entendre. Il y a évidemment cela, mais il y a aussi une pratique institutionnelle, pratique politique depuis 2 ans et demi, qui est propre au président de la République, qui est, j'allais dire, d'avilissement du débat parlementaire, d'avilissement du dialogue social. Non, respect de l'opposition, c'est ça ? Et finalement, quand on se retrouve... S'il n'y a plus de place pour l'opposition, elle s'exprime dans la rue, c'est ce que vous voulez dire ? Mais regardez quel a été le discours du président de la République au Congrès dès juillet 2017. Toute opposition était un refus de regarder le monde en face. Tout désaccord était de la basse politique. Quand on n'est pas avec Emmanuel Macron, on est contre la France. Ça réduit évidemment beaucoup l'espace de débat et de fabrique du compromis. Et si nous en sommes là, je ne parle pas des violences, je parle du climat dans ce pays, c'est que la vitalité démocratique n'a jamais été aussi faible. Alors, je vous donne la parole, vous allez répondre, Bruno Kettel, mais Christophe Barbier, votre regard, il a une part de responsabilité, Emmanuel Macron, dans cette violence qu'il suscite ? Oui, il y a une part de responsabilité pour une bonne et une mauvaise chose. La bonne chose quand même, c'est que c'est un président qui lance beaucoup de réformes, qui veut changer structurellement le pays. Alors évidemment, ça crée des séismes et il y a des tas de réactions. Il y a des réactions de conservatisme, d'archaïsme, il y a des réactions aussi de gens qui sont dans l'affolement, dans la panique face à ce monde nouveau qui s'ouvre et pour lequel ils ne se sentent pas armés. Mais peut-on reprocher à un président de vouloir faire rattraper du retard à un pays ? Puis il y a une mauvaise raison, c'est une inadéquation entre son mode d'incarnation de la présidence au début, le fameux Jupiter, et une société qui avait besoin d'être un peu plus cajolée, un peu plus accompagnée. La France, les Français ont voulu un président qui n'ait pas eu de mandat avant, qui n'ait pas eu de passif,
mais il ne pouvait pas avoir en même temps un président qui connaisse toutes les subtilités des territoires. Donc vous nous dites aussi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant que ça. Parce que Marlène Schiappa qui parle d'un climat séditieux, c'est quand même fort comme terme. Je partage l'avis de Roland. N'oublions pas qu'on a tiré sur le général de Gaulle. On était dans un climat de violence. Et sur Jacques Chirac. On a eu des climats de violence plus forts. On a mis une claque à Nicolas Sarkozy. Notre pays est passé par des phases révolutionnaires, des phases de quasi-guerre civile bien plus intenses. Nous sommes maintenant un vieux pays qui n'accepte plus les révolutions, parce que les révolutions, c'est des barricades, c'est du sang. On n'en veut plus, c'est tant mieux. On a fait un progrès dans l'humanisme, mais on voudrait des changements radicaux. Comment faire les changements sans avoir le grand basculement, le grand bousculement? Et puis enfin, on a un problème de démocratie représentative, ça a été évoqué. Et dans ce problème-là, il y a le rejet, le refus de la légitimité de la violence accordée jadis à l'État. On ne supporte plus qu'il y ait des morts. Il y a 150 ans, Notre-Dame-des-Landes, ça se serait réglé par des régiments dégageant la zone. Il y aurait eu 150 morts, mais tout le monde aurait dit c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible, et c'est tant mieux. Heureusement qu'on le fait. Donc, j'ai lu un édito d'Éric Le Boucher, un de vos confrères, puisqu'il y a plusieurs journalistes sur ce plateau, qui explique dans l'opinion, Emmanuel Macron fait l'objet d'une haine viscérale, désormais déchaînée, extrêmement préoccupante, car susceptible d'enfanter, ça va vous intéresser, c'est une référence historique, un Ravaillac, l'assassin d'Henri IV. Dans les Gilets jaunes, on a pendu en effigie et on a décapité en effigie Emmanuel Macron. Il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux qui fait que ce genre de simulacres prennent une puissance alors qu'avant personne ne les voyait. Il y a deux choses aussi que je crois qu'il ne faut pas occulter, c'est l'incarnation de la fonction. Est-ce que Emmanuel Macron s'est placé en chef? Rappelez-vous de la manière dont il a congédié le général de Villiers, avec une autorité non dissimulée. Chef d'état-major des armées, il faut se rappeler. Nicolas Sarkozy s'était placé en chef, avec une autre méthode, notamment dans la relation avec le Premier ministre. Et François Hollande n'était pas tout à fait dans cette posture ou dans cette position. Et à tel point qu'il n'incarnait plus la fonction. À la fin, la preuve, il n'a pas pu se représenter. Mais sur le fond, je crois qu'on a affaire aussi à des débordements chez nous. Quand je vois un collègue qui vient devant l'Élysée faire un parallèle entre Emmanuel Macron et le président Kennedy, je me dis que le collègue est sorti des clous. Parce que le collègue sait aussi qu'il va être regardé, qu'il va être vu sur les réseaux sociaux et qu'il peut générer effectivement un Ravaillac ou autre, ou quelqu'un qui partira en live. Et ça, c'est terriblement dangereux. Vous parlez de François Ruffin. Je ne l'ai pas cité, mais... même le début du mandat de Macron, François Ruffin, lui, diagnostiquait donc dans l'opinion, selon lui, parmi ses électeurs, j'imagine, une haine pour Macron. Donc, avant que ça ait commencé, c'est ce qu'il disait. Oui, puis il a bien fait. C'est pour vérifier, au fond, image à l'appui, au fond, ce consensus sur ce plateau, au fond, c'est pas pire qu'hier, si je puis dire. Élément de réponse en images avec ce sujet de Hélène Bonduel. Des manifestants qui tentent de pénétrer dans le théâtre où le président de la République assiste à une représentation. Emmanuel Macron pris pour cible au Puy-en-Velay en plein conflit des Gilets jaunes il y a 1 an. Autant de séquences désastreuses pour l'image du président. Mais cette hostilité est-elle spécifique au président Macron ? Il y a un facteur nouveau qui est l'impact croissant et de l'information continue et des réseaux sociaux, c'est-à-dire de l'exposition permanente et intrusive de n'importe quel chef d'État. Et ça n'est pas un hasard si ça a frappé successivement pour des raisons différentes, parce que leur style était différent, mais Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Il y a un chaudron de colère, de calomnie, de fantasme qui est permanent et dans lequel ils sont tous obligés de tomber. Nicolas Sarkozy, déjà, avait fait face à la défiance dès son élection. La victoire au Fouquet's, les vacances sur le yacht de son ami Vincent Bolloré ne passent pas. Quelques mois plus tard, il est bousculé par des marins pêcheurs sur le port du Guilvinec. Attendez, laisse-moi causer un peu. Si vous parlez comme ça, je ne vous parle pas. Je parle qu'aux gens corrects. Son successeur, François Hollande, fait lui aussi les frais de la détestation ambiante. Les opposants au mariage pour tous, les adversaires de la réforme du Code du travail. Chaque déplacement devient mouvementé. Mais les conditions de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, sa personnalité aussi, pourraient, selon ce spécialiste de la politique, expliquer cette haine. Sur le plan politique, c'est un novice et qui accumule des erreurs, mais qui sont des erreurs, moins des erreurs de fond que des erreurs de technique et d'expression. Il prononce des petites phrases intempestives, on le sait tous. Et il y a un côté un peu irrépressible. Un politique expérimenté, c'est un politique qui arrive justement à surmonter ce qui est irrépressible. Alors Emmanuel Macron peut-il se réconcilier avec les Français les plus hostiles et reconquérir ceux qui doutent ? Il a dit qu'il allait
et j'ajoute de mon point de vue, enfin, faire une émission pour expliquer ce que c'est que sa réforme des retraites. Si à l'occasion de cette émission, il arrive à être convaincant à l'issue d'un conflit qu'il n'aura pas perdu, à ce moment-là, il peut retrouver, comme après le grand débat, une partie de ceux qui ont potentiellement confiance dans ce qu'il peut incarner. Si certains proches du chef de l'État ne cachent pas leur inquiétude, c'est toute la classe politique qui est sceptique. Ça va être difficile, il a beaucoup d'efforts à faire pour se réconcilier avec les Français. Mais si il voulait le faire, la première chose qu'il faudrait faire, c'est retirer ce projet de loi et ouvrir une véritable discussion. Et s'il veut, à mon avis, retrouver le fil des Français, il faut qu'il leur montre un horizon et pas jouer le rôle uniquement du réformateur. Il restera 2 ans avant la prochaine élection présidentielle pour se réconcilier avec les Français, mais il n'arrivera pas à se réconcilier avec tous les Français, parce qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont très très en colère. Prochaine journée test, vendredi, jour de présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Maurice Ballot, vous n'aviez pas l'air d'accord en regardant ce sujet. Non, mais je trouve que d'abord, il y a beaucoup d'indulgence. C'est un jeune président. Non, il est président de la République avec les responsabilités qui vont avec. Beaucoup de présupposés aussi. Dans l'idée, finalement, ça bouscule parce qu'il réforme. La réforme n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, parce que c'est une jeune formation politique qui n'a pas de culture politique, de référentiel historique, on font souvent la liquidation et la réforme. Et parfois, un certain nombre de grands compromis républicains qui ont survécu aux alternances sont ébranlés sans même que l'exécutif en ait conscience. Et d'ailleurs, on voit dans l'hémicycle parfois des arcs républicains, des gaullistes sociaux jusqu'à la gauche, s'en émouvoir. S'il y a ce mécontentement des Français, c'est pour des questions, pour des questions de fond. Je parle de culture. Vous pensez que le monde n'est avec vous? Non, mais c'est pour arrêter. Donc ça n'est pas qu'une question de personne ou de style. Je crois que les Français ont globalement bien compris quelles sont les intentions du président de la République, qui est un libéral. Et par ailleurs, il y a la façon d'être du président de la République. Il s'est fait élire sur la promesse d'écouter tout le monde, de prendre les meilleures idées des uns et des autres. Il a fini par écouter que lui-même. Et il est seul aujourd'hui. Il est seul. Bruno Questel. La solitude d'un président qui, au fond, a abrasé le paysage politique aussi. Nicolas Sarkozy était détesté et il est resté des électeurs de droite. Non, mais le président de la République, les conditions de son élection, elles sont aussi liées aux conditions d'exercice du mandat précédent. Je suis désolé, vous avez succédé à Emmanuel Macron à l'Élysée dans les fonctions de secrétaire général adjoint. On n'a pas senti de bouleversement de politique entre le moment où il était en fonction et le moment où vous avez pris ce même poste. Ça veut dire quand même qu'il y a eu une forme de continuité. Et donc il y a aussi une part. Il était ministre, pardon. Vous avez compris que les conseillers ne commandent pas. Il était aussi. Commande-t-il aujourd'hui, mais les conseillers ne commandent pas. Arrêtez votre caricature à deux balles. Vous lui avez succédé dans ses fonctions de secrétaire général. Il était ministre. Il n'a pas été secrétaire général de l'Élysée. Il n'est responsable de rien. Il n'est responsable de rien. C'est pas parce que vous avez tourné kazakh que tout le monde l'a fait. Mais je ne suis pas le seul à avoir quitté le Parti socialiste. Le seul reproche que vous pouvez me faire, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Peut-être. Et ça, je voulais dire du service à beaucoup de monde. Oui, bien sûr. Allez, on ne va pas refaire l'histoire. Le Parti socialiste n'a pas eu besoin de moi. Vous avez franchi le Rubicon. Vous êtes marcheur. Vous êtes resté au Parti socialiste. Mais c'est intéressant, peut-être Roland Quérol, sur les réformes. Sur les réformes. Si vous m'avez écouté, c'est pas ce que j'ai dit en parlant des institutions. Je pense avoir eu un discours objectif et le plus neutre possible. Donc il faut écouter, il faut apprendre aussi à écouter. J'ai pas fait l'ENA, mais je sais aussi écouter. Donc et après, ce qu'il personne ne vous le reproche. Non, mais ce qu'il faut ici, qui ne savent pas écouter. Non, mais qui parfois nous gouvernent. Oui, mais vous savez par contre très bien interrompre et ne pas écouter. Allez, on sort de votre face-à-face, Roland Quérol. On n'a pas bien compris ce que vous disiez, mais bon, voilà. Sur les réformes, c'est vrai que repartir au combat sur une réforme des retraites qui touche tout le monde, qui a toujours crispé les Français, quel que soit celui qui la porte, après le mouvement des Gilets jaunes, on peut se dire c'est risqué. Et pourquoi le fait-il, sachant qu'il était déjà très l'objet d'insatisfaction? Écoutez, si je résume, donc forcément en caricaturant, l'image que l'opinion a eue de tous nos derniers présidents de la République. Sous Chirac, les gens nous disaient, à nous sondeurs, où est-il? Y a-t-il un pilote dans l'avion? On est passé à Sarkozy et les gens nous disaient grosso modo, alors maintenant on est sûr qu'il y a un pilote dans l'avion, mais est-ce qu'il sait où il va? L'avion n'arrête pas d'aller dans différents sens. On est passé à Hollande, il y a eu un doute sur le fait qu'il y avait un pilote et même un avion. Et maintenant, avec Emmanuel Macron, les gens nous disent grosso modo, c'est clair qu'il y a un pilote dans l'avion, mais il semble avoir oublié qu'il y a des passagers. Pas mal. Et du coup, voilà, le problème, c'est au cœur de ce débat sur les retraites. Moi, ça n'intéressera personne que je dise que moi, je crois que c'est plutôt une réforme de justice sociale, cette affaire de retraite, et que c'est
un paradoxe inouï de voir les catégories populaires plutôt contre aujourd'hui, alors que c'est censé être fait pour elles. Je crois que l'essentiel du problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il y a exactement ce qui les menace ou ce qui les attend avec cette nouvelle formule de retraite. Les gens continuent à nous dire que c'est pas seulement la valeur, c'est pas seulement la valeur du point, comme on dit tout le temps. C'est qu'est-ce que ma catégorie devient dans ce système, et moi qu'est-ce que je deviens. Donc c'est vraiment le problème de comment on fait pour mettre les citoyens dans le coup, y compris dans le coup des réformes. Comment ça? Vous avez vraiment raté quelque chose, et même au-delà, qu'est-ce que vous voulez dire? Boris Vallaud l'a évoqué en termes peu aimables, mais il y a plus de la moitié de mes collègues qui n'avaient jamais fait de politique. Moi, j'ai un défaut, j'en fais depuis 25 ans. J'ai été maire pendant plus de 15 ans. Je sais ce que c'est que de faire attention à ce que les gens peuvent considérer des décisions qu'on peut être amené à prendre, parfois à écouter, parfois à reculer, parfois aussi à prendre en compte ce qui peut être dit. Parce que vous êtes confronté dans le quotidien au réel. Maintenant, collectivement, quand on a été élu en juin 2017, on s'est cru les rois du monde. Je le dis sans problème. Et on a pendant plusieurs mois déroulé un programme avec une force qui était celle du numéraire dans l'hémicycle, sans peut-être être attentif à ce qui pouvait être dit. Oui, je le dis sans souci. Mais la question, c'est pourquoi vous recommencez après sur la réforme des retraites. Vous reconnaissez une forme d'arrogance. La marque avec et la réforme universelle. Non. Et la réforme des retraites, il y a eu les 18 mois de Delevoye. Et quand vous regardez bien la réforme des retraites, le débat, il se cristallise en juillet. Lorsqu'il y a une dissonance interne à la majorité sur le recul de l'âge à la retraite ou sur la longueur de cotisation ou sur la question de l'âge pivot qui est déjà sur la table sans être cité. C'est là où ça part dans tous les sens parce qu'au début... C'est intéressant. Là, vous avez un député de la majorité qui dit on s'est cru les rois du monde. Cette question de l'arrogance, de la suffisance, qu'elle soit majoritaire ou qu'elle soit... Et vous avez tous les deux écrit là-dessus, porté par la personne même du chef de l'État, c'est ça, au fond, le péché originel? Oui, bien sûr, il y a eu une hubris, mais c'est pas la première fois. En 1981, quand il y a eu la vague rose socialiste, on avait ce mélange à la fois d'inexpérience, d'élan, d'allant, et parfois, en effet, d'excès de vitesse. Là encore, ça a une vertu, c'est que les camps qui sont dans ce cas-là, eh bien, dans cet élan-là, ils font la réforme, ils vont vite, alors que tant d'autres présidents, peut-être trop expérimentés ou trop de majorité trop confortable et là depuis trop longtemps, vont freiner pour pas prendre de risques, rester populaires et finalement ne changent pas le pays. Moi, je préfère qu'on change un pays parce que le monde va vite et puis que ça secoue un peu. Il faut faire attention en effet aux passagers de l'avion. Parce que là, on n'est plus au début. Mais les retraites, on en parle depuis le livre blanc de Rocard en 90-91 et on a eu que des majorités qui n'osaient pas aller au bout ou qui y allaient mais qui reculaient parce que ça passait pas. Juppé a reculé, Raffarin-Fillon ont fait le minimum, Sarkozy a remis ça sur la table et puis il a transigé sur certains âges. Marisol Touraine a fait une réforme courageuse aussi, mais avec un étalement prudent dans le temps. Et là, cette majorité fait une réforme qui, elle, est structurelle, c'est-à-dire que le système de 45 fait pour beaucoup d'actifs et peu de personnes âgées ne peut plus continuer, alors qu'on a moins d'actifs et beaucoup de personnes âgées. Donc, il faut changer la nature même du régime et passer au point. Mais question de calendrier quand même, parce qu'un socialiste, est-il toujours socialiste, Arnaud Montebourg? Oui. Il a toujours sa carte. Explique très clairement que faire cette réforme maintenant, je vous le confirme, c'est très clairement donner un petit coup de tremplin de pouce à Marine Le Pen. Vous voyez les choses comme ça? Ou c'est caricatural? Mais le problème avec cette réforme des retraites, c'est que non seulement, vous le disiez tout à l'heure, les Français ne savent pas où l'exécutif va, mais il est vraisemblable que le gouvernement ne le sait pas non plus. Sinon, il ne nous présenterait pas une réforme qui est un texte à trous, avec un tiers des articles qui renvoient des ordonnances sur des sujets qui sont majeurs. On parle de la valeur du point, c'est pas dans la loi. Le secrétaire d'État. On parle des conditions de transition d'un régime à un autre, on n'en sait rien non plus. Et c'est bien ça qui est inquiétant. Moi, je ne suis pas pour la réforme. Il faut que ce soit des réformes de progrès. Moi, je serais bien incapable de dire que ça va être une réforme de progrès. J'ai beaucoup de motifs de doute sur les carrières longues, sur la prise en compte de la pénibilité, sur les carrières des femmes, sur les carrières hachées. Pardon. Je voudrais vous rassurer, c'est que la CFDT était pour la réforme par points. Mais c'est pas la réforme de la CFDT, c'est la réforme de M. Édouard Philippe, qui est droit dans les bottes. On a fait beaucoup de débats sur la retraite. Je voudrais quand même vous faire revenir à la question de la violence, même si j'ai l'impression que vous ne serez pas forcément d'accord avec le diagnostic du président. C'était lors de ses vœux à la presse il y a quelques jours. Il y a une violence de rue qui s'est installée dans notre pays. Il nous faut évidemment non seulement la réprimer, la combattre avec beaucoup de clarté, la sanctionner à chaque fois qu'elle existe. Et je serai intraitable sur le sujet. Il nous faut aussi en comprendre les prémices, et ça c'est un travail politique, moral, sur notre propre pays, qui consiste à comprendre comment un tel nihilisme peut saisir certains de nos concitoyens et la dilution, en quelque sorte, de tous les rapports au réel ou à l'ordre des choses.
Roland Quérol, il parle d'un nihilisme, une volonté de renverser la table. C'est pas exactement ce que vous dites autour de ce plateau. En fait, pour lui, il y a un cran supplémentaire, il y a un rien à foutrisme qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que, nihilisme, il n'est pas le premier président à se servir de ce mot. Je crois que quand on est à l'Élysée, on a le sentiment qu'on essaye de bien faire et que forcément tous ces gens qui n'arrêtent pas de faire des processions, de discuter, de faire des manifs, c'est un peu insupportable et ingérable. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? On n'en est encore une fois pas là. Mais c'est vrai que... Donc il exagère, selon vous, là. Oui, il exagère évidemment. Mais c'est évident qu'il y a verbalement une montée du débat, de l'invective et surtout de la non-croyance dans la promesse du pouvoir tel qu'il soit. Cause toujours, je ne te crois pas. Je demande à vérifier. C'est pas avant. la défiance, c'est plus je demande que ça. À vérifier avant. Je ne veux pas y croire. C'est le rejet de tous ceux qui détiennent une forme d'autorité. Non, c'est aussi de la part de tout un chacun, réseaux sociaux, info continue, le sentiment de pouvoir se mettre en situation de décider aussi. Oui, justement, tout à l'heure, vous parliez de compagnie aérienne. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une partie du problème vient du fait que les passagers sont actionnaires de la compagnie aérienne France ? Absolument. Et les passagers, ils ont envie de se faire entendre. Et moi, je suis frappé. Tout à l'heure, Christophe, vous disiez que les Français avaient envie d'être cajolés. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ont surtout envie de s'exprimer et d'être entendus. Je vous rappelle quand même que pendant les Gilets jaunes, il y avait une revendication, celle du référendum d'initiative citoyenne. On peut en penser ce qu'on veut, mais elle voulait quand même dire quelque chose. Donc pourquoi ça a disparu ? Est-ce que ça ne permettrait pas un petit peu de diminuer le niveau de violence, de donner plus souvent la parole aux Français ? Le RIC. Oui, j'avais compris, mais moi, quand un Français sur deux ne va pas voter depuis 20 ans, je m'interroge sur l'opportunité de faire un référendum tous les week-ends. Mais sauf que ce type de vote, en ce moment, on l'a dit... Oui, mais quelles questions on pose et autres. Ce débat-là, on l'a eu à plusieurs endroits. Quelles questions on pose, quelles modalités, etc. etc. Le président a dit qu'il n'excluait pas un référendum. Il était plutôt sur la longueur de Richard que sur la vôtre. Non, là, on est sur le RIC. À l'issue de la Convention citoyenne pour le climat. Je répondais au RIC. Le RIC comme revendication révélatrice d'un besoin de s'exprimer. Après, le président, effectivement, n'a pas écarté l'hypothèse de soumettre un référendum. Moi, ça me va bien. Vous êtes un peu d'accord avec moi quand même. Mais j'ai pas peur du suffrage universel, monsieur, c'est pas un problème. Hein. Mais vous reconnaissez que pour résoudre cette crise démocratique, il faudra aller vers quelque chose comme quoi ? Plus d'association du citoyen à la décision publique ? Oui, selon des modalités à définir, pour que le citoyen soit pleinement acteur et pas simplement dans la revendication. Vous voyez, moi je suis toujours frappé de voir ceci. Peu de participation au scrutin, et je pense qu'il faut aussi le prendre en compte dans l'approche de tout un chacun sur les questions politiques, publiques et aussi de citoyenneté dans leur ensemble. Oui, c'est plus quand même, c'est vraiment une demande de participation à la décision sur les sujets qui vous concernent et qui concernent votre famille. Ou de contrôle. Donc, de ce point de vue, c'est pas seulement la Ve République qui est fatiguée, c'est la démocratie représentative. Elle a de grands mérites, elle est irremplaçable, mais seule, elle ne fonctionne plus. Il faut en effet trouver des instruments. Alors moi, je crois, y compris le référendum d'initiative citoyenne, et aussi des choses au niveau local, au niveau régional, au niveau européen, à tous les niveaux, qui permettent de mettre les gens dans le coup de la décision. C'est rare d'entendre quand même Christophe Barbier, puis je vous donne la parole, Richard, et des députés qui disent on ne suffit plus. La démocratie représentative, ça ne suffit plus. Et les Français ont l'impression que la démocratie représentative, elle est dominée par le haut, les GAFA qui s'assoient sur les délibérations parlementaires et qui font leur beurre ailleurs, et puis elle est dépassée par le bas. C'est-à-dire que vous mettez 40 copains avec des cabanes sur un aéroport, et puis vous bloquez les décisions d'un conseil général validé par la justice et même validé par un référendum régional. Il me semble qu'il y a quand même aussi une représentation des opinions qui ne s'y retrouvent pas, en fait. Je vous citais le chiffre tout à l'heure. Mélange... Marine Le Pen, premier parti de France, n'est pas capable de créer un groupe à l'Assemblée nationale. Mais ces modes de scrutin très excluants, ils ont permis l'efficacité de la Ve République. De cette manière-là, les gens ne sont pas représentés à l'Assemblée. Oui, mais si vous faites la proportionnelle à 100%, c'est-à-dire exactement la proportionnelle pure et parfaite, vous ne prenez plus de décision. Donc il faut, entre l'efficacité et la représentativité, toujours balancer. La 4ème République allait trop peu vers l'efficacité. Peut-être que la 5e est allée trop vers l'efficacité. Pour terminer ce débat, on va regarder un petit peu du côté de nos voisins européens. Est-ce que la violence est spécifique à la France ? Eh bien non, Myriam, elle ne l'est pas. Et quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a toujours un moteur à la violence politique, et notamment la violence dans la rue, c'est la polarisation. C'est au moment où des sociétés sont très polarisées qu'effectivement les manifestants ont tendance à dérailler. Il y a eu un exemple récent qu'on oublie maintenant, c'est la campagne pour le Brexit. Il y a quand même eu une députée assassinée au Royaume-Uni lors de la campagne pour le Brexit, dans un contexte d'extrême polarisation. Vous vous souvenez, maintenant, on a tendance à refermer la parenthèse. Mais revenons à des événements antérieurs en Europe.
Europe. Il y avait eu un événement, c'est le sommet de Gênes en Italie. On dit beaucoup que la police française se livre à des violences. À Gênes en Italie, on était en 2001, il y avait eu des manifestations de masse, il y avait eu un mort, la police avait tiré. Qui était à l'époque à la tête du pays? C'était Berlusconi, encore une fois un président du Conseil qui polarisait énormément l'opinion. On retrouve la même chose, alors dans un contexte différent, toujours G7 à Rostock en Allemagne en 2007, et là on retrouve une tradition allemande de violence qu'on a tendance à ignorer. En France, on représente l'Allemagne toujours comme le pays du dialogue social. N'oubliez pas que les militants antinucléaires allemands ont été très violents et que la police allemande est souvent très violente. On dit en France que les policiers doivent aller au contact. En Allemagne, ils font ça depuis longtemps, et les manifestants, entre manifestants et policiers, c'est souvent des scènes de guerre de rue extrêmement délicates. Et enfin, il y avait cet événement fondateur, ne l'oublions pas, c'est 1999, vous vous souvenez, l'OMC à Seattle aux États-Unis. Ce n'était pas encore Donald Trump qui était président, mais déjà c'était la contestation de la mondialisation, c'était des scènes où on avait vu la violence s'installer dans la rue, c'était la première fois qu'on voyait des magasins fermés avec des grandes planches en contreplaqué leur devanture. Donc autrement dit, la France n'a pas le monopole de la violence, mais elle a le monopole d'une certaine violence, c'est celle des syndicats, d'un syndicalisme révolutionnaire, parce que ça, dans d'autres pays européens, ça n'existe pas. La même culture. Dans d'autres pays européens, un syndicat, c'est fait pour négocier. Pour trouver des consensus avec le pouvoir. Merci infiniment. On parle un petit peu de votre livre, si vous voulez bien. Je vous libère dans un instant. Macron sous les masques. Alors, c'est intéressant, c'est de qui le président est-il le fils? Sur le bandeau, vous laissez quelques pistes. Giscard, Clémenceau, Caligula, il y a beaucoup d'autres pistes. Pourquoi il n'y a pas Bonaparte? J'étais très étonnée. Je pense que c'est faux. On a beaucoup comparé à Bonaparte au début en disant, regardez, l'allant, la jeunesse, puis ce côté un peu autoritaire. Je pense que c'est faux. Bonaparte n'a pas été élu, il a fait un coup d'État. C'est pas le cas de Macron. Si on doit le comparer, c'est peut-être à l'autre Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, élu comme lui à 40 ans, premier président de la République. Il a fait le coup d'État après. Oui, c'est ça. Lui aussi a fait le coup d'État. Et puis ensuite, Bonaparte est quelqu'un qui, à travers son action militaire, veut construire une Europe par la force. C'est pas le cas de Macron. Macron a une vision de l'Europe, il essaye de convaincre ses partenaires de relancer quelque chose, mais pas en envoyant l'armée française. Donc on n'est pas dans la même comparaison. Et même son action interne, regardez comme Napoléon Bonaparte a construit les départements, a construit les territoires avec une vision très centralisée, très préfectorale, et comment Macron, par rapport à cela, n'est pas dans la tradition. À la fois, il s'est fâché avec les territoires, avec le local, et en même temps, on n'a pas l'impression que sa centralisation est une centralisation de préfet, plutôt une centralisation de technocrate. Il faut dire aussi que les moyens sont plus modernes. Donc je pense que la comparaison a été trop rapide et impertinente. Alors on va essayer de cerner votre enquête généalogique, parce que vous expliquez très bien que si Macron veut avoir une chance, il ne sera pas réélu sur son bilan, sur ses réformes, mais au fond, s'il est capable de bâtir une figure, de construire une forme de personnage, bref, de s'inscrire dans une filiation, et là vous allez du côté de la politique, de l'histoire, du roman et même de la mythologie. Et en même temps, quand on vous dit, on a l'impression que c'est jamais la bonne piste. C'est-à-dire qu'il n'est jamais le fils ni de Caligula, ni de Brutus, ni même de Mendès France ou d'un Rocard. Il ne serait le fils de personne. Il a une paternité multiple, sans doute, mais il est le fils parfait de personne. Je pense que de Rocard, il a pris certains habits, mais Rocard serait terrifié de voir Macron maltraiter les syndicats, par exemple. Je pense qu'il est assez proche de Thiers, des deux Thiers, si j'ose dire, c'est celui qui a servi Louis-Philippe, et celui qui a quand même installé la Troisième République. Il est évidemment saint-simonien en économie, mais il a aussi quelque chose de Schumpeter, et il est attentif à ce que disent aujourd'hui les économistes comme Amartya Sen. C'est très très complexe, les racines historiques de Macron. Et il a raison d'ailleurs. Il a raison, il faut se construire de manière extrêmement protéiforme, mosaïque, pour correspondre à une modernité. Personnage de roman, Julien Sorel ? Oui, du côté du romanesque, je pense que le premier Macron était évidemment stendhalien. Je pense qu'aujourd'hui, il évolue et que c'est pas du côté de Stendhal qu'on trouvera le prochain Macron, celui qui candidera peut-être. Qu'est-ce qu'il faut lire pour le savoir ? J'aurais tendance à aller dans deux directions. Si il veut embrasser le plus la France et n'oublier personne, y compris la France populaire, il faut qu'il aille un peu vers Balzac. En revanche, s'il correspond au penchant un peu... Non, peut-être pas Rastignac, plutôt une des figures plus consensuelles, peut-être le père Goriot, par exemple. Oui. Ah oui, on y est loin pour l'instant. Quelque chose qui soit un peu plus pompidolien, un peu plus paternaliste. Mais attention, aujourd'hui, le penchant, ne serait-ce que pour des raisons électorales, l'emmène plutôt vers quelque chose qui est plus à droite. On va être plus près de Mauriac, peut-être, que de Balzac. Donc il faudra faire attention avec ces filiations littéraires-là, parce qu'elles peuvent emmener dans des directions... Il y a une scène aussi à la fin de votre livre, dans laquelle vous racontez que Emmanuel Macron est au Panthéon, sous la nef, et là, pour bien comprendre l'ampleur de la mégalomanie du personnage, si je puis me permettre, il demande ou il s'autorise à toucher et à changer le cadran du pendule de Foucault. Il relance voir que c'est quand même... Voilà.
Racontez-nous. Là, le pendule de Foucault, c'est ce qui prouve que la Terre tourne, en quelque sorte. Et donc, lancer ce pendule immense qui balance du haut de la nef du Panthéon, c'est un geste extrêmement symbolique. C'est un peu comme mettre en marche le monde à l'aube des temps. Et il s'offre ce petit plaisir. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, il a un peu comme quand il est allé à la basilique de Saint-Denis après sa déclaration de candidature, il a une volonté de se mettre dans une perspective historique. Il avait d'ailleurs visité le Panthéon à plusieurs reprises, avant la cérémonie pour Simone Veil, en préparation de celle pour Maurice Genevoix. Il a été frappé de voir qu'il y avait les écrivains de la guerre de 14, qu'il y avait très peu de présidents de la République, ceux qui ont été assassinés, et donc que la figure politique était arrêtée un peu aux portes de ce Panthéon. Il y a une vision de l'histoire chez cet homme. Dans quelle histoire il s'inscrit? Sans doute la vision la plus imprégnée que l'on ait depuis Mitterrand, qui lui aussi d'ailleurs était allé sur les gisants de la basilique Saint-Denis quand il avait dû, pour une émission de télévision, alors qu'il incarnait la gauche, choisir le lieu qui représentait la France. Et le roi de France. Vous voyez, il y a aussi du Mitterrand à Macron. Alors, il y a beaucoup donc de filiation, même s'il n'est pas forcément le fils d'un seul personnage. Est-ce qu'il peut aussi transmettre? C'est-à-dire, est-ce qu'il est aussi un peu dans cette volonté? Est-ce que le macronisme survivra à Macron? Pour l'instant, non. Oui. On peut dire qu'à coup sûr, si Macron disait aujourd'hui j'en ai marre, je m'en vais, il n'y aurait pas d'héritier du macronisme. Alors imaginons qu'il soit réélu en 2022. Nous sommes en 2027 dans l'obligation d'avoir un autre candidat pour le macronisme. Qui ce sera? Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Édouard Philippe pourrait reprendre le flambeau? Non, il correspond à une partie du macronisme. Est-ce que c'est Christophe Castaner ou Richard Ferrand ou des députés? Non. On a l'impression que le macronisme est un moment de l'histoire en ce moment si particulier, si impalpable, qu'on ne lui voit pas une postérité. Mais c'est à lui aussi d'inventer cela. Hein. Mais, Monsieur Boris Vallaud l'a dit tout à l'heure, en 2 ans tout s'est fait, donc tout peut aller très vite. On ne sait pas où on sera. Je dirais en 2022, Allez, tout comme en 2027. Ça s'appelle Macron sous les masques aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous, Christophe Barbier. Je rappelle aussi que vous êtes comédien, on n'a pas eu le temps d'en parler. Vous jouez tous les soirs, donc vous jouez quoi, une fois par semaine? Plusieurs fois. Donc, je joue le lundi un seul en scène sur l'histoire du théâtre et de la politique, parce que théâtre et politique en France, ça va ensemble. Et puis les autres soirs de la semaine, Chose vue de Victor Hugo, tout ça au Théâtre de Poche. On a un peu l'impression que toutes ces figures du passé vous passionnent peut-être un peu plus vous rendez compte que les hommes politiques contemporains. Victor Hugo dit « Les ministres sont comme des carreaux de vitre, on voit le président à travers ». Il dit ça en 1850, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Allez, on va accueillir à présent Laurent Pietraszewski, le nouveau monsieur retraite du gouvernement. À l'heure où on le comprend, on le redit, la mobilisation prend un tournant radical. On l'accueille tout de suite, juste après ce sujet sur le durcissement du conflit, signé Ahmed Tazir. Merci à tous. Microphone en renfort, une quinzaine de militants de la CGT envahissent le hall du siège de la CFDT vendredi dernier. Un des salariés est pris à partie et on ira jusqu'au retrait, scandent les CGTistes. Des militants désireux de faire la leçon aux camarades CFDT qu'ils jugent mous dans l'opposition à la réforme des retraites. L'opération est parfois violente. À l'extérieur, des altercations avec les forces de l'ordre. Une opération coup de poing condamnée par le patron de la CFDT qui porte plainte. Ça suffit. Vendredi dernier, une intrusion avec des crachats, des violences verbales et physiques, des insultes. Ce matin, une intrusion dans nos locaux de 15 personnes cagoulées qui coupent l'électricité. En tout cas, je trouve que ce climat est insupportable. Alors que sur les rails en France et dans le métro à Paris, les transports deviennent fluides, le syndicat de Philippe Martinez tente des baroudes d'honneur. Ici, une intrusion dans un syndicat, mais aussi des appels à couper l'électricité à l'Élysée. À la CGT Cheminots de Paris, on en est convaincu. Il y a besoin de faire évoluer cette grève avec des actions coup de poing. Voilà, avoir des temps forts réguliers pour faire vivre cette grève, avec aussi des actions coup de poing, comme on les appelle, pour montrer qu'on ne lâche pas ce gouvernement et surtout la grève est tout sauf finie. Les actions coup de poing, c'est par exemple aller voir les députés de La République En Marche qui refusent de nous recevoir et aller les voir lorsqu'ils font leurs vœux. C'est par exemple aller au théâtre, voilà, où se trouvait Macron. Il a dit venez me chercher, on vient le chercher, on vient discuter avec lui. Bon, malheureusement il est parti. Mais voilà, c'est ce genre d'action parce qu'aujourd'hui ce gouvernement malheureusement il comprend que le rapport de force. Voilà. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre condamne fermement ces actions coup de poing. Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela c'est méconnaître la démocratie, tout cela c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné.
car ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable, monsieur le député, et vous le savez parfaitement. Et le rapport de force pourrait se durcir. La CGT est faux et solidaire. Ces syndicats, fer de lance de la contestation, promettent une remobilisation pour vendredi prochain, jour de l'adoption du projet de réforme des retraites en Conseil des ministres. Bonsoir Laurent Pietraszewski. Bonsoir Myriam Ankao. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau secrétaire d'État chargé de cette réforme des retraites. Nouvelle coupure d'électricité sauvage dans le Val-de-Marne. La CGT Énergie explique qu'au fond, ça n'est pas la fin du monde que de couper le courant. Que répondez-vous? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Enfin, il faut quand même qu'on revienne à la raison tranquillement. Qu'il y ait des débats dans un pays démocratique comme le nôtre, où chacun peut s'exprimer, c'est très bien. Qu'il y ait un droit de grève qui soit protégé, c'est très bien. Un droit de manifester, c'est très bien. Mais on ne peut pas accepter comme ça que l'on décide pour faire valoir ses idées. Il faut poursuivre tous les auteurs de ces actions illégales. De couper l'électricité, d'interrompre une manifestation culturelle, d'envahir un local privé. Non, c'est pas comme ça. Donc il faut que les auteurs soient poursuivis. Mais écoutez, en tous les cas, la justice aura à faire son travail. Et moi, je pense qu'à chaque fois que c'est nécessaire, il faut porter plainte. Mais dites-nous concrètement comment vous allez réussir, d'une certaine façon, à retrouver l'apaisement. Comment vous faites cesser ces actions? On a vu, on en a parlé avant, le climat social est très dégradé. Si vous le permettez, moi je vais essayer de vous faire partager mon analyse. Sur quoi mon analyse se repose? Sur ce que je vois dans ma circonscription. J'étais au Vœu, à Ntières-en-Ouep, petit village de ma circonscription samedi soir. Je vais vous dire, il y avait plus d'un quart de la population, il y avait plus de 300 personnes qui étaient dans la salle. Vous savez qu'il y a beaucoup de députés qui n'ont pas pu faire leurs vœux ou dont les vœux ont été chahutés. Oui, j'entends. C'est ce que d'ailleurs je vous ai dit tout à l'heure, c'est inacceptable. Moi j'étais au vœu du maire, il y avait d'autres élus qui étaient là, j'y étais bien accueilli et d'ailleurs on a pu aussi discuter avec les citoyens qui étaient là lorsqu'on a pris le verre de l'amitié. Mais je voulais vous parler de cela, moi, des échanges que j'ai eus avec les citoyens qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Retraités d'ailleurs pour certains, ou jeunes actifs pour d'autres. Mais ils m'ont dit, monsieur le député, ça doit être très différent ce que vous vivez à Paris. Alors ils m'appellent toujours monsieur le député. Oui, parce que vous êtes ministre aujourd'hui. Mais ça fait rien, je suis leur député. Sur le fond, ils ont raison aussi de rappeler que je suis leur député. Ça doit être différent ce que vous vivez à Paris de ce que nous on vit, mais voilà, ils comprennent bien que c'est pas tout à fait la même chose. Okay, ils vous disent quoi? De tenir bon, c'est ça? Locaux, bien sûr. Bon. Les transports locaux ici, pour les franciliens, c'est très difficile, c'est compliqué, ça va mieux depuis le début de la semaine. Et je crois qu'il faut regarder la réalité des territoires, la réalité de notre pays. Alors, aussi. La CGT ne cautionne pas, c'est le terme, ces actions, ces coupures d'électricité. Et Philippe Martinez condamne à titre personnel. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis, comme réaction? Écoutez, moi, je n'ai pas forcément envie de commenter les déclarations de Philippe Martinez. Je respecte. Mais il y a une ambivalence ou pas dans la condamnation de la CGT? C'est le leader d'un grand syndicat français, la CGT. Moi, je crois que ce grand syndicat français s'inscrit dans les règles républicaines. Donc, qu'il condamne le fait qu'on coupe le courant, j'entends bien. Je pense qu'il faut qu'il le fasse avec énergie et avec force. Et que cette condamnation, eh bien, tout le monde doit l'entendre, y compris peut-être ceux qui l'ont réalisé, si jamais il devait se réclamer de son syndicat. Christophe Barbier, la nouveauté, c'est pas si fréquent, c'est que deux syndicats se font un peu la guerre aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de tensions entre la CGT, pas toute, une partie, CGT Énergie, et la CFDT, avec ces deux intrusions subies par la centrale ces derniers jours. Comment vous voyez ces tensions? Est-ce que quand le front syndical est à ce point fissuré, quand les syndicats se font la guerre, est-ce que c'est bon pour le gouvernement? Non, pas forcément. Il faut garder des interlocuteurs stables pour pouvoir dialoguer. On a un double mouvement de cannibalisme. On a la base qui n'obéit plus au chef. On le voit avec les branches de la CGT qui font ces actions. Et puis on a une guerre entre les modérés et les plus radicaux. Et donc c'est pas bon. Donc il faut que le gouvernement, à un moment donné, aide le syndicalisme à retomber sur ses pattes. Peut-être en ouvrant une grande conférence salariale. On a un problème salarial dans ce pays. Le travail coûte à la fois cher pour les entreprises qui vont être compétitives. Il ne rapporte pas assez aux salariés. On l'a vu avec les enseignants. Quand on a touché aux retraites, c'est posé tout de suite le problème salarial. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir une grande conférence salariale pour faire monter le pouvoir d'achat de tous les Français sans pénaliser les entreprises et les employeurs?
Laurent Pietraszewski. Écoutez, déjà, on peut se dire, si on regarde juste objectivement les choses, c'est que le pouvoir d'achat en 2019 a progressé significativement, plus de 2%, 2,3%, je le fais de mémoire, et que ça montre bien que l'action qui est mise en place par le gouvernement et la majorité depuis plus de 2 ans porte ses fruits. Ça veut dire aussi que les choix qui ont été faits à l'issue de la crise sociale, notamment de permettre une meilleure valorisation du travail au travers d'une dynamisation de la prime d'activité, portent ses fruits. C'est-à-dire que les choix que nous avons faits de redistribution, parce que sur le fond c'est un petit peu ce que vous dites, de redistribution mais aussi de valorisation du travail, sont des bons choix qui fonctionnent, qui alimentent d'ailleurs sur le fond aussi notre croissance, car même si elle n'est pas tout à fait à ce qu'on voudrait, elle se maintient quand même dans un contexte qui n'est pas facile. Mais on a l'impression à vous entendre que tout va bien, qu'au fond le pouvoir d'achat s'améliore, on a entendu d'autres chiffres, l'investissement, mais on a quand même ce mouvement de grève qui est le plus long de l'histoire des conflits sociaux. Ça ne vous inquiète pas de voir la manière dont il se transforme ? Mais moi, je distingue 2 choses. Le climat social qui est une réalité, je vous faisais tout à l'heure référence à ce que j'entends dans ma circonscription, les entreprises aussi que je peux visiter ou ceux que je rencontre. Je ne peux accepter ce spectacle de haine en France, des scènes de violence qui détruisent la France. C'est signé Nicolas Sarkozy. Bien, je crois que l'ancien président de la République a souhaité d'ailleurs s'exprimer dans, je crois, l'orientation de son discours, c'est plutôt une orientation de concorde. Il a cherché à montrer l'importance qu'il y a dans notre pays à réussir le vivre ensemble. Je crois qu'il a raison d'ailleurs de le faire. Ce que je voulais vous dire, Myriam Ankawa, c'est que oui, il y a eu un mouvement de grève qui d'ailleurs peut continuer encore aujourd'hui, mais on voit bien quand même que la tendance est à la reprise. Donc je ne vous dis pas que tout va bien. On voit bien que la tendance est à la reprise. On voit bien aussi que sur le fond, ceux qui avaient des inquiétudes dans les régimes spéciaux, qui ont été entendus, ils avaient déjà été entendus dès la mi-décembre, puisque sous la conduite de Jean-Baptiste Djebari, les directions des 2 entreprises, RATP et SNCF, ont fait de vraies propositions. Vous voyez bien que les grévistes reprennent le travail parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement, pas simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir été entendus. Mais écoutez, j'entends, c'est votre analyse, peut-être avez-vous raison. Ils disent quand on les demande, en tout cas. On peut aussi poser le fait qu'il y a eu un travail de concertation qui a été fait et qu'il a abouti sur des propositions qui n'étaient pas si mauvaises que ça pour les salariés. On y vient. Un travail de concertation avec 2 syndicats réformistes, la CFDT et l'UNSA, ici à l'Assemblée nationale, tollé de l'opposition qui consiste à dire « vous nous faites signer un chèque en blanc, on va avoir un texte à trous, comment vous pouvez nous demander d'examiner et de voter un texte sans trancher sur son financement ?» Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, je crois que ceux qui vous disent ça, je ne leur en fais pas grief, mais peuvent être peut-être aussi sur une posture, mais je ne vais pas vous répondre que sur ce sujet-là. Vous nous confirmez bien que cette question essentielle du financement, après la conférence syndicale, elle sera décidée par ordonnance. Ce ne sont pas les députés qui vont avoir Les choses sont très claires. Si, c'est le principe de l'ordonnance. Le principe de l'ordonnance, c'est que les députés donnent une habilitation au gouvernement. Cette habilitation doit être précise. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement l'a demandé de façon précise, en décrivant les items sur lesquels il serait habilité. Cette habilitation va permettre une chose, d'ailleurs que j'appelle de mes voeux, c'est que l'accord que je souhaite, qui sortira de la conférence du financement, puisse être entièrement écrit dans cette ordonnance, de manière à ce qu'il soit appliqué. Donc, on ne peut pas à la fois, lorsqu'on est dans l'opposition, en tous les cas, une certaine opposition, nous dire laisser de la place au dialogue social, favoriser la démocratie sociale, et lorsque nous prenons des mesures qui visent à donner toute sa place à la démocratie sociale, nous dire ah ben sur le fond c'est pas bien, il faut qu'on choisisse. Donc le Parlement n'est pas maltraité. Non, vous savez, des ordonnances, je suis bien placé pour en avoir vécu, mais aussi comme rapporteur pendant les 2 années et demie de mandat de député que j'ai réalisé. Les ordonnances, c'est un temps pour débattre du domaine d'habilitation du gouvernement. Et ensuite, un temps pour débattre de la ratification. Donc, très franchement, objectivement, on ne peut pas dire, quand on est dans l'opposition, qu'on est maltraité par les ordonnances. On peut dire que c'est une autre façon de faire la loi, mais on doit reconnaître, parce que c'est vrai, que nous voyons 2 fois le texte, une fois en habilitation, une fois en ratification. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études en droit constitutionnel pour voir cela. Bon, on va parler des avocats puisqu'ils ont décidé de reconduire au moins cette semaine leur mouvement de grève. Où en sont les négociations ?
Eh bien, il y a des réunions techniques d'ailleurs qui avaient lieu hier, qui vont continuer cette semaine. Il y a la volonté cette semaine, à la fois, je l'espère, de la part des avocats, mais aussi de la part du gouvernement, de continuer à s'expliquer, car le sujet... Mais pourquoi, sur le fond, pour ceux qui nous écoutent, vous leur augmentez leur cotisation alors que leur caisse est très bien gérée de façon autonome et elle est bénéficiaire? Mais le débat, il est très simple. Les avocats ont une caisse autonome, mais comme d'autres, comme les notaires, ils ont une caisse autonome. Comment on équilibre un système par répartition? Entre les cotisations, les pensions et l'âge à laquelle la retraite est prise. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Ils ont beaucoup de cotisations parce qu'ils ont beaucoup, entre guillemets, d'adhérents. Ils ont plus d'actifs que de retraités. Une démographie qui est favorable. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'actifs que de retraités. Mais sauf à imaginer qu'il va y avoir une progression exponentielle du nombre d'avocats qui justifiera en permanence ce déséquilibre très favorable démographique, il y aura un moment où ça ne sera pas le cas. Et le corps, Conseil d'orientation des retraites, où j'ai siégé pour représenter l'Assemblée nationale, sur la base des informations transmises par la Caisse des avocats, a établi qu'autour de 2040-2045, la situation, d'ailleurs, il y aura plus de retraités, moins d'actifs. C'est vrai que les avocats, ils aiment bien travailler en général longtemps. Disons les choses, c'est que la réalité de demain de la Caisse des avocats n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Et le gouvernement, dans son ouverture, leur a dit, mais comme on l'a dit avec les pilotes de ligne, si vous voulez maintenir un dispositif supplémentaire, on est d'abord dans le régime universel, avec des cotisations qui sont supplémentaires, et que vous voulez créer une dynamique, parce qu'ils y sont attachés, de péréquation qui fasse que les plus hauts revenus dans la profession d'avocat donnent un minimum de pension plus favorable aux plus petits. On leur a dit, c'est possible. On peut faire beaucoup plus. La solidarité dans cette profession. Pour terminer, monsieur le secrétaire d'État, on entendait Alain Duhamel, dans un des reportages diffusés un peu plus tôt, demander une grande séance d'explication présidentielle sur cette réforme. Elle manque pas à la télévision, bien sûr. Elle manque pas, cette séance de pédagogie? Écoutez, vous invitez déjà le secrétaire d'État, je vous remercie. Il essaye de faire la œuvre de pédagogie auprès de vos téléspectateurs. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a du travail de pédagogie. Vous dire que la pédagogie... Il y a un rendez-vous manqué sur l'explication de cette réforme. Il faudra une prise de parole à la fin, quand même. C'est un moment démocratique un peu curieux que nous avons vécu. Il faut que le président, à la fin, quand ça sera voté, en fasse acte. Il a signé des lois devant les caméras. Il a promulgué des lois devant les caméras. Il pourrait en faire au moins autant, et peut-être même plus, pour cette loi-là, quand même. Bon, en tous les cas, moi j'entends que vous appelez de vos voeux, et ça vous paraît avoir du sens que le président de la République s'exprime. Ça vous semble pas idiot non plus. Vous le souhaitez personnellement? Vous le souhaitez ou pas? Pour l'instant, je vais vous dire très clairement, le gouvernement est au travail. Sous la conduite du Premier ministre, nous étions encore en réunion avec le Premier ministre, avec Muriel Pénicaud, avec Olivier Dussopt, avec Agnès Buzyn, avec tous les ministres qui sont concernés par cette réforme, pour faire que le sujet que nous allons porter devant le Parlement soit un sujet de solidarité qui nous permette de réussir le vivre ensemble de demain. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Laurent Pietaszewski. On va terminer cette émission comme tous les soirs avec la chronique de Valérie Brochard. Elle nous raconte sa journée à l'Assemblée. Où est-elle, Valérie, ce soir? Je suis juste devant le bureau de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire, Myriam, qu'à l'intérieur, il y a un sacré bazar. Je viens vous expliquer pourquoi. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Commission des Affaires européennes? C'est la guerre. C'est la guerre, Myriam, une guerre fratricide entre deux marcheurs, deux spécialistes, deux députés qui réclament tous les deux la présidence de la Commission des Affaires européennes. Vous allez le voir sur votre gauche, le challenger, Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger et ancien porte-parole de la liste Renaissance aux dernières élections européennes. Sur votre droite, l'actuelle présidente de la Commission, Sabine Thiellet, députée d'Indre-et-Loire, qui refuse de céder sa place. Et oui, il est là le problème, Myriam, depuis cet été, donc à la mi-législature, comme l'a promis Richard Ferrand, tous les présidents de commission se sont engagés à remettre leur titre en jeu. Certains ont été réélus, d'autres ont dû céder leur place. Seulement voilà, Sabine Thiellet a tout simplement refusé de soumettre sa présidence au vote parce qu'elle estime que sa commission, qui ne fait pas partie des commissions permanentes, ne doit pas répondre aux mêmes règles. Ce matin, elle donnait une conférence de presse pour s'expliquer.
J'ai le droit avec moi, puisque cette commission, elle n'a pas les mêmes prérogatives que les autres, mais elle a besoin de la stabilité. Le poste n'était pas disponible. Et le groupe a quand même ouvert l'élection pour désigner, enfin en interne, le candidat. C'est pour ça qu'on est maintenant dans cette situation un peu ubuesque, où il y a un candidat désigné pour la présidence de cette commission pour un poste qui n'est pas disponible, puisqu'il faut, contrairement aux commissions permanentes, une démission officielle. Et oui, une situation ubuesque, puisqu'en juillet dernier, Sabine Thillaye ne s'est donc pas représentée à son poste, refusant la nouvelle règle du jeu. Mais Pierre-Alexandre Anglade, lui, a bien été élu pour la remplacer. Or, vous venez de l'entendre, tant que Sabine refuse de démissionner, eh bien Pierre-Alexandre ne peut pas présider. Allez. Ces bisbilles internes sapent le travail de la commission. Un commissaire qui ne fait pas partie du groupe LREM nous a même confié, je cite, « Le climat est tendu, je n'y vais plus ». Alors cette affaire, elle dure depuis trop longtemps pour le groupe majoritaire. Sabine Thillaye sera convoquée demain matin et peut-être même exclue du groupe. Affaire à suivre, évidemment. Elle vous manque, cette vie parlementaire, ou pas d'un mot? La vie parlementaire, je l'ai découverte il y a 2 ans. Y compris ces bisbilles? Je l'ai découverte il y a 2 ans et demi, c'est passionnant. Bien. Et je ne suis pas sûr que, même si je comprends la petite capsule, je ne suis pas sûr que ça soit représentatif quand même de l'essentiel du travail de l'Assemblée. Merci beaucoup, Laurent Pietraszewski, d'être venu sur le plateau d'LCP. Merci à vous, Christophe. Merci, Christophe Barbier, d'être passé nous voir. C'est la fin de cette émission. Merci et très belle soirée. À demain.